C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 18. Mon nom est Jean-Philippe Fort, accompagné comme toujours de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, à la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur JF Demers qui va nous faire une petite évaluation des performances des joueurs des Sens depuis sa dernière apparition sur le podcast. Ensuite, on reçoit nul autre que l'animateur de La Dose, journaliste à TVA Sport, JP Bertrand, est avec nous. Les gars, on pensait que 2 JP c'était dur à suivre, on vous en a donné 3 en même temps. JP Fortin, qu'est-ce qui se passe dans le warm-up ce matin? Yes, salut les boys. Salut. On est fatigué, hein? On dirait qu'on arrive dans un temps de l'année que... C'est le dernier grind de la saison. Ouais. Hey, on est chanceux, en tout cas, on n'aura pas besoin de plus d'énergie pour les playoffs, fait qu'on va en profiter. Non, c'est ça. Se préparer pour l'année prochaine. Exactement. Le nouveau slogan de la Brigade l'année prochaine. Lendemain du trade deadline, donc au moment que vous allez entendre cet épisode, on est le 22 mars, au lendemain du trade deadline, qui quittera les sénateurs d'Ottawa. Plusieurs noms circulent, on parle de Tyler Ennis, on parle de Josh Brown, on parle de Anton Forsberg, on parle de Zach Sanford. Est-ce que ces joueurs-là vont trouver preneur dans la Ligue nationale? Laissez-moi en douter. Au lendemain d'une défaite contre les Coyotes de l'Arizona pour une deuxième fois en une semaine, ça chauffe dans les médias pour DJ Smith. Plusieurs réclament qu'il se passe quelque chose dans l'organisation avant que tout se dégringole et que ce soit encore un échec lamentable cette saison. Donc plusieurs commencent à sortir son nom pour se faire congédier tout simplement. Et là, on voit des noms circulés. J'entends JP Fort que tu n'avais placé dernièrement que tu souhaitais voir peut-être Troy Mann derrière le banc des sénateurs. Plusieurs journalistes suggèrent son nom. Drake Batherson se rapproche de retour au jeu. On vise les dates du 26 ou le 29 mars dans son cas. Donc, on a très hâte de l'avoir dans la formation et je pense qu'un certain Brady Tkachuk et Josh Norris aussi, quoi qu'ils vont quand même bien, mais vont être très heureux de retrouver leur ailier droit. Plus silencieusement ou qu'on a très peu d'intérêt, Chris Tierney... Honnêtement, je savais même pas qu'il était blessé. C'est ça. Chris Tierney sera de retour au jeu. Probablement à sa place sur le 4e trio au centre. Voilà. Rien de plus à ajouter. Par contre, une très bonne nouvelle, et ça, on a tous hâte de le voir avec les sénateurs d'Ottawa. L'enfant prodige, Jake Sanderson, confirmé sera avec les Sens à la fin de ses séries universitaires. Et même, Jake Sanderson a été confirmé pour son poste dans la défensive des Sens pour l'année prochaine. Il ne passera même pas par la Ligue américaine l'année prochaine, donc c'était confirmé, donc toute la place est laissée à Jake Sanderson. C'est vrai, ils ont-tu dit ça? Sylvain Saint-Laurent l'a dit sur les ondes de RDS. Puis cette année, quand il termine sa saison universitaire, ça vient avec les sénateurs. C'est avec les sénateurs. Là, il savait pas trop. Mais là, les sénateurs font pas les séries. Est-ce qu'il descend à Belleville pour aider le push de playoff? C'est ce qu'il disait, là, et qu'il savait pas trop encore son utilisation, comment il allait gérer ça d'ici la fin de la saison. Mais c'est sûr que d'ici la saison régulière des Sens, Jake Sanderson sera là. À la fin de la saison régulière des Sens, est-ce qu'il se va reporter aux sénateurs de Belleville si les sénateurs font les séries, évidemment? Je trouve ça bizarre, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'il met beaucoup trop de pression en ce moment sur les épaules. Ouais, c'est beaucoup de pression. Puis c'est un gars qui semble être capable d'en prendre. Puis c'est un gars qui semble mature, puis tout ça. Puis tu sais, je pense pas que c'est un jeune écervelé là, qui va arriver puis qui va virer fou en arrivant à Ottawa puis il va sortir au Fairfax à tous les soirs. Là. Mais ramener un joueur comme ça, jeune, les gens pensent que tu fais le saut de UND, là, qui va faire le saut du collège ou qui va faire les joueurs vont faire le saut de la Ligue junior majeure, puis vont tout de suite être dominants, puis ils vont tout de suite avoir le poste. Puis tu sais, Chabot, il a été bon les premières années, mais c'était pas le Chabot qu'on connaît aujourd'hui. Là, ce sera pas le Jake Sanderson qu'on va connaître dans 3 ans. Faut le laisser maturer, faut le laisser s'adapter. J'ai pas de problème à ce qu'ils viennent là tout de suite, mais soyons réalistes puis ajustons nos attentes. Là. Je pense que les gens ont beaucoup trop d'attentes, puis ça peut juste appeler à des déceptions. Là. Laissons-y le temps d'arriver, puis ça fait pas de mal à personne là, de passer un peu de temps à Belleville. OK, il est un peu plus vieux que, mettons,
Timmy qui a fait le saut direct de l'Europe à la Ligue nationale, mais c'est un ajustement. Là. Il a été pas mauvais, mais c'est pas Jake Sanderson qui va arriver puis qui va régler tous les problèmes en défense l'année prochaine. Là. Ça stresse. C'est pas ça. Là. Avez-vous écouté la conférence de presse de Pierre Dorion l'autre jour? Où ce qu'il disait, il a répété, pour être une équipe compétitive, les Sénateurs ont besoin de 2 choses. Un attaquant top 6 et un défenseur top 4. Là, ensuite, il a dit, mais là, on a Jake Sanderson qui pourrait prendre le rôle du défenseur top 4. C'est-à-dire que lui, il entrevoit que dans sa tête, il est là. C'est lui la solution défensive. Puis ça, moi, ça me stresse. Ouais, il ira pas chercher personne d'autre, là. Ben, tu sais, si il répond plus qu'aux attentes, puis finalement, après 10-15 games qui va être là cette année, puis après ça, il arrive l'année prochaine, puis il est dans le top 4, bon, tant mieux, puis s'il joue comme un top 4, tant mieux. Ben oui. Tu sais, un peu comme Shane Pinto l'avait fait. Shane Pinto est sorti de nulle part, est arrivé l'année passée, complété la saison, puis il a très bien fait. Fait que là, on l'a pas surestimé, mais on l'a placé d'un dire, ben, Shane Pinto, finalement. On le voyait dans un bottom 6, on le voyait pas dans le top 6. Ah, là. pas sûr. Jake Sanderson, on lui demande quasiment d'être tout de suite après Chabot à gauche. Là. Shane Pinto, on le voyait centre du 2e trio là, au début de la saison. Ben, moi, je le voyais là. Tout le monde le voyait là. C'est là qu'il commençait s'il n'était pas blessé, je suis pas mal Je sûr. pensais qu'on voyait Norris puis White encore. Bon, on avait un débat, mais on n'a jamais eu la chance de le voir. Il y a beaucoup de gens qui disaient Shane Pinto, c'est notre 2e centre. Finalement, il va peut-être se faire tasser si Tim Tussler reste au centre, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Mais non, espérons. Écoute, si toutes les cartes sont alignées, puis tout va bien, puis les étoiles, puis le berger, puis tout le monde dans le firmament fonctionne, tant mieux, mais il suffit d'une blessure, suffit de, tu sais, une affaire qui va pas bien, puis calmons-nous. Ouais, c'est ça, dosez vos attentes. Je veux juste finir en terminant. On a fait un post récemment sur les transactions de Jean-Philippe Fortin. Vous avez été beaucoup à réagir. On veut juste souligner qu'on se fait du fun, on se fait des scénarios. Si on vous a insulté, on s'en excuse. Josh Manson s'est fait échanger aux Avalanches du Colorado, puis je suis pas prêt à dire que JP Fortin était si dans le champ que ça. J'étais proche de la réalité, là. Je connais pas le prospect que les Ducks ont acquis dans la transaction, mais c'était pas trop loin. J'étais pas trop loin. Je suis quand même pas si mal. Restez autour dans un instant, on reçoit Jean-François Demers. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! De Saint-Albert, Ontario, il nous parle en direct de Témiscouata sur le lac. Notre collaborateur Jeff Demers est avec nous. Salut Jeff, comment ça va? Ça va bien, vous autres les boys? Yes, on est international, la brigade. International. D'un océan à l'autre, presque. Attends, là, avant de commencer, je vais établir quelque chose. Puis je profite du fait que tu es là, JF. J'ai eu un argumentaire avec JP Fortin cette semaine sur la poutine. Dans la poutine du Saguenay, il y a de la sauce barbecue et du fromage râpé. Ah non. Ça commence mal, là. Ton argument commence mal. Ça commence mal parce que là, t'as rien nommé le Saguenay. T'as même pas nommé le Lac-Saint-Jean dans ton énumération. Ça, c'est déjà un premier point, OK? Là, c'est pas toutes les poutines dans la région du Lac-Saint-Jean qui ont du fromage râpé. Quelques-unes. Il y en a une qui est bonne. Faut pas me faire croire que c'est bon avec le fromage râpé, là. C'est très bon. Poutine au fromage râpé. Chez Goofy est excellent. Voilà. Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas goûté. Les derniers qui sont allés m'ont dit que elle avait changé dernièrement. Je sais pas si tu peux me confirmer ça, JP Fortin. Non, j'ai entendu des rumeurs que... C'est la même chose. OK. C'est la même chose. Mais tout ça pour dire que la sauce brune... la sauce barbecue dans la région du Lac-Saint-Jean, c'est pas la sauce barbecue que vous connaissez par chez vous. C'est pas de la sauce brune Saint-Hubert puis des affaires de même. La sauce barbecue, elle est particulière et ça, à un moment donné, je vais vous en livrer. Au pire, ben oui. je vais vous un envoyer peu par sucré, la poche. un peu épicé. J'ai eu de la misère à en trouver ici en Outaouais. J'ai vraiment eu de la misère. Puis où ce que j'en ai trouvé, là, c'est à mon camping, à Notre-Dame-du-Lot. C'est dans un dépanneur. il y a une poutinerie là. La sauce est écœurante. Un peu épicée, un peu sucrée. Sauce barbecue. On peut juste en manger l'été. Fait que la dernière fois qu'on s'en revient du camping, on se demande des gros pots de sauce. On arrête. On achète pour 20$ de sauce. On la congèle puis on la mange pendant l'hiver. Si vous commandez une poutine là, dans la région de Saint-Saint-Jean, la serveuse va vous demander hot chicken ou barbecue. Si vous me dites barbecue, c'est la sauce un peu plus sucrée. Si vous dites hot chicken, c'est la sauce brune que tout le monde connaît, qu'on met on mange avec du poulet, exemple. Voilà, segment poutine.
Moi, j'ai pas de problème avec la sauce, mais tu m'auras pas avec le fromage râpé. Sur ce... C'était essayé. Faudrait que JP, là, prochaine fois tu y vas, prends une photo puis mets ça sur Twitter et Instagram. Mais attends, il y en a qui font une coche de plus. Là. Oh! Il y en a que c'est du fromage râpé, gratiné. Ouais, c'est pas une poutine rendue là, c'est comme Aux 3 points à Jonquière. C'est comme une casserole de patates. Là. Je vais vous rajouter quelque chose. La poutine Goofy à Alma. Vous pouvez commander une poutine surprise. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dans la poutine surprise? C'est vrai. Tyler Ennis. Ah, j'ai envie de dire du genre de shawarma, là. Non. Boy, non. Non. C'est un pogo qui est rentré dans la poutine. Quand tu manges, c'est la poutine surprise. Quand tu finis ta poutine, il y a un pogo dans le fond. Hey, les sénateurs gagnent pas, ça paraît-tu? On parle de poutine. Sur ce, Jeff, la dernière fois que tu es venu, tu nous avais dit que ton joueur étoile du moment était Drake Batterson. Ta surprise était Tyler Ennis et le joueur qui se faisait discret était nul autre que Tim Stutzla. Quelques semaines plus tard, c'est quoi ta nouvelle évaluation? Ben, dans le fond, ce que j'ai pris en considération, toutes les stats des joueurs, dans le fond, depuis ma dernière apparition, qui était le 30 novembre, 1er décembre, il y a eu 39 parties. Là, les Sénateurs, ils ont eu 17 victoires, 18 défaites et 4 défaites en prolongation, ce qui donne une totalité de 38 points sur 78. Dis de même, c'est pas pire. Ben, c'est pas diable. Mais tu sais, il faut quand même s'entendre que, tu sais, quand les débuts de la saison ont commencé, on était tous là pour dire qu'on faisait pas les séries. Fait que, tu sais, pour tous les blessés qu'on a eus, je pense qu'on a quand même été chanceux d'avoir resté un petit peu compétitif. Fait que, de là, dans le fond, on va commencer avec le joueur étoile. J'ai une mention honorable. C'est un joueur, il a joué 29 parties sur les 39 qu'on a joué depuis ma dernière apparition. Il a fait 4 buts, 19 passes, 23 points. Puis c'est un joueur on a parlé souvent, c'est un joueur qu'on parle souvent, même dans notre messenger de la brigade, là, Connor Brown. Ouais. C'est un gars, puis tu sais, joueur étoile, tu peux aller facile avec Chabot puis Ketchuk, mais tu sais, j'essaie de sortir un petit peu en dehors de la boîte. Puis Connor Brown, moi, j'étais prêt à l'échanger contre Fiala. T'sais, on avait parlé là, discrètement là, sur notre messenger. Plus que je le vois aller, plus... Puis là, je fais une comparaison, puis il n'y a pas rapport d'enlever la physicalité puis tout ça, là, mais il me fait penser à Mike Fisher. On enlève la physicalité du jeu, là, c'est parce qu'il peut jouer tous les aspects du jeu. T'sais, il est le premier en infériorité numérique, il peut jouer sur le deuxième power play, il est fort sur le bord de la bande, il est tout le temps là. Il est comme un petit tannant, là, c'est à la glace. Fait il était sur le bord d'être le joueur étoile. Personne ne le voit, il est tellement sneaky, personne ne sait qu'il est en train d'arriver en arrière, il abandonne jamais, il a tout le temps le deuxième effort, il va lever le bâton, partir avec la rondelle. C'est juste quand il y a trop de temps pour penser, là, tout se complique dans sa tête, là. il sait plus, il manque le but, il essaie une feinte. Quand tu vois là qu'il a juste le temps de prendre la rondelle, décocher un tir, ça marche son affaire. Tu sais. C'est de même l'année passée qu'il avait eu sa grosse séquence de 12 matchs, je ne sais pas plus combien de matchs de suite, avec un but. Là, tu sais. Les équipes adverses sont terrifiées de lui quand ils sont en powerplay. C'est vrai de ça. Puis tu sais, je me bats moi-même à me dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour me démontrer qu'il y a un top 6. Je l'ai déjà dit avant, pour moi, c'est un top 9 qui peut remplacer top 6, mais là, il brouille les cartes. Dans un monde idéal, dans une équipe candidate pour gagner la Coupe Stanley, c'est définitivement un top 6. Non, c'est le contraire, tu veux dire. C'est un top 9. C'est un top 9. On se comprend. Donc, qui est le joueur étoile? Joueur étoile, j'y étais avec Anton Forsberg. Ah oui? Bon choix. J'y étais simplement parce que, tu sais, en 23 parties, il y a 12 victoires, 7 défaites, puis 2 défaites en prolongation. Puis, il y a une moyenne de buts par match de 2,51, puis une efficacité d'arrêt de 0,924. Ouais, c'est dans les tops de la ligue, là. Ben, c'est pas mauvais, c'est vraiment bon, là, tu sais. Puis, pour un gardien, puis, tu sais, je trouve qu'il est comme maladroit gardien de but, là. C'est un peu comme Craig Anderson, tu sais. Ouais, ça se ressemble un peu. Qui a besoin de beaucoup de shots, qui a besoin d'être dans l'action, bouger tout le temps, encore une fois, pas trop réfléchir. Ben, c'est ça, mais tu sais, des fois, il est chanceux. Des fois, son rebond du contrôle de la rondelle, là, c'est pas parfait. Là. Des fois, je suis tabarnache. Ouais. Les nerfs me pognent, mais tu sais, c'est correct, ça vient que ça fait la job. Puis, une stat intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'il est plus productif à l'étranger.
c'est comme bizarre parce qu'habituellement, c'est plus à la maison que, dans le fond, tu performes le plus. Il y a 7 victoires, 4 défaites, puis une défaite en prolongation, puis une moyenne de buts par match de 2,19, puis une efficacité de 0,939. Fait que j'ai trouvé ça quand même cool d'aller chercher ça, mais est-ce que Anton Forsberg, puis ça, là, Pierre Dorion, là, il a la plus grosse été de sa vie. Là. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce que je ne me trompe pas, à la conférence de presse, je pense qu'il a pas mal dit qu'il gardait Forsberg. Ouais, il a pas il a mal pas le choix. sous-entendu, ouais. Quand ils ont posé la question, qu'est-ce que tu vas faire si tu as 3 gardiens l'année prochaine? Il a dit, on traversera le pont quand on sera rendu là, si on se rend là, ou une affaire de même, là. Fait que, d'après moi, il travaille pour pas garder les 3, mais c'est quoi son plan ultime? On ne le sait pas encore. Ah, c'est sûr, on va le savoir, mais que ça va se faire. Là. Soit qu'il signe ou bien qu'il se fait changer. Là. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas le choix de le garder. Là. Ben non. À moins que l'offre soit exceptionnelle d'ici le trade deadline, là, mais... Ou qu'il reçoit un autre gardien en retour. Ouais. Là. Ben avec Matt Murray, qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe, puis tout semble croire qu'il... Ouais, puis Gustafsson qui tire pas... qui tire pas du gros hockey dernièrement. Là. Ben, Gustafsson, là, il est soit hot ou cold. Tu sais, il n'y a pas de milieu. Là. Il est en streak, ce gars-là. Tu sais, comme la game de hier, là, c'était pas sa meilleure. Là. On était censé de la gagner. Puis on parle de la game d'Arizona. On était censé de la gagner, puis pas facile, là, mais c'est ce qu'on fasse. Tu sais, c'est juste que avec Forsberg, il y a soit 2 scénarios. Et soit qu'il devient, mettons, comme un Craig Anderson, puis finalement, on va avoir un gardien numéro 1, ce qui m'étonnerait, ou bien qu'on leur signe. Ça, je parle dans le fond de les 2 scénarios qui sont le signe. Puis qui devient un Mike Condon 2.0 ou bien Andrew Hammond 2.0 où on se défait de son contrat parce qu'il est plus trop... il a joué pour son contrat, mettons. C'est pour ça que Pierre Dorion, c'est sa grosse job de déterminer là, qu'est-ce qu'il fait. Puis tu sais, t'as pas d'assurance avec Matt Murray, puis t'as pas d'assurance avec Gustafsson. T'as pas d'assurance nulle part. Non. La seule assurance qu'on a, c'est que Murray va être blessé. Ça, on est sûr. Ben, c'est ça qui est dangereux pour l'année prochaine, parce que c'est même pas je sais pas qu'est-ce qu'on va faire si Murray se blesse. C'est qu'est-ce qu'on va faire quand Murray se blesse. C'est ça. Ouais. Mais écoute, rapidement, là, pour venir à la défense de Gustafsson, moi, je trouve que il l'a pas eu facile dans les derniers mois. Là. C'est un goaler qui est barouetté à gauche et à droite, que son développement est un peu arrêté. Là, dans le sens que cette année, on voulait qu'il goal des games, puis qu'il nous montre qu'est-ce qu'il était capable de faire. Puis là, il a même pas le temps de débarquer sa valise à Belleville, qu'il se fait rappeler, il faut qu'il revienne à Ottawa. Ça tire sur le bout du banc. Ça tire sur le bout du banc. Quand il est rappelé, c'est pas pour gauler. C'est pour gauler la game que là, on va te laisser y aller. Puis là, ça donne qu'il gaule une game où il est 24 minutes sans avoir un shot. Il y a 3 shots par période. Rien pour mettre un goaler dans son élément. T'sais. Fait que je suis pas prêt à y jeter une pierre. Là. Il est pas dans une situation loin de là idéale pour nous montrer ce qu'il est capable de faire. JF, ton joueur surprise. Ouais, je vais aller avec la mention honorable, mais je vais essayer de vous faire deviner, juste parce que j'ai trouvé des petites statistiques intéressantes, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est un joueur qu'on sait qui est là, qu'on voit, puis qu'on ne voit pas en même temps. En 39 parties, 4 buts, 8 passes, un total de 12 points. Je sais c'est Il qui. ne joue pas sur le power play. Je sais c'est qui. C'est Nick Holden. Ben, félicitations. Yes, sir! C'est ça. Nick Holden, c'est un gars qui est payé pour jouer top 6, puis finalement, il joue du top 4. Il fait ce qu'il a à faire. T'sais. Puis je suis comme content qu'il re-signe encore pour l'an prochain, parce que, parler de Sanderson au début, mais je pense que c'est le gars qui va pas mettre de la pression pour Sanderson, que lui va pouvoir jouer dans le top 4. Puis si Sanderson est capable de jouer dans le top 4, il peut jouer top 6. Oui. En autant qu'il n'est pas avec Zaitsev, Holden, moi, non. je l'aimais beaucoup aussi. Puis là, ça fait 2 matchs que je le vois avec Zaitsev, puis je me dis, oh my God, jusqu'à quel point c'est vraiment Zaitsev qui est un enclume pour n'importe qui avec qui joue. Je sais peut-être plus ça, là. Mais les deux ensemble, là, oh my God, ça marche pas. Ça marche vraiment. C'était peurant. C'est pas beau, ça. L'Halloween sur glace. Ouais. Donc, qui est la vraie surprise? La vraie surprise, je vous nomme ça, en 39 parties, 11 buts, 11 passes, 22 points. J'étais avec Alex Formenton. Puis je sais qu'il y a eu un mauvais stretch. Il faut prendre en considération ces 39 parties. C'est un gars que je trouve plus qu'il joue, plus que je peux le voir dans le top 6 dans le futur. T'sais, il y a eu beaucoup de blessés, fait qu'il a été demandé à jouer un petit peu plus de temps. Il y a quand même 3 buts en désavantage numérique.
il démontre qu'il est capable de faire 20 buts par année. Facilement. Oh, oui. Ouais. Puis probablement 5-6 en piqué là-dedans. Là. Ben oui, probablement, oui. Un autre qui est tannant sur le piqué. Lui puis Brown. Ah oui, ils sont vraiment fatigués. Là. Ils piquent. Ouais. Là, c'est comme une piqûre de maringouin que tu peux pas te défaire. Là. Mais ce n'est un il a saisi sa chance. Il a profité du fait qu'il y avait beaucoup de blessés dans le top 6. Il a dit, gars, moi, j'ai une chance de jouer dans le top 6. Je l'ai prouvé que j'ai ma place là, puis... Faut juste y acheter une paire de mains, s'il y a quelqu'un qui trouve ça spécial. Ouais, ça, c'est sûr. Une paire de mains pour finir un peu plus, là, mais tabarouette, un gars avoir autant, se démarquer autant, là, c'est impressionnant. Réussir à se décoller de son plus proche rival. Là. C'est ça. Puis il faut pas oublier qu'il a juste 22 ans. Ça, la vitesse, t'as beau essayer de l'enseigner, t'as beau essayer, on dit le talent, ça prend des soirées de repos, mais la vitesse, tu l'as toujours. Tu l'as toujours. C'est pas de quoi que t'as une journée que t'as pas l'autre journée ou que fait que c'est un atout qu'il y a pour le reste de sa carrière. Je sais pas, ils ont-tu fait un genre de mini-match des étoiles, des sénateurs, cette année? Non, parce qu'il aurait fallu qu'ils fassent ça dans un moment où il y a des fans, tu sais, sinon ça ne vaut pas vraiment la peine. Puis ça vient de recommencer les fans, fait que peut-être... L'an prochain. Mais je serais curieux de voir, mais je suis sûr que dans le futur, d'après moi, il est capable d'être là, à gauche, sur le deuxième trio. Tu sais, il va peut-être même être flotteur comme Connor Brown, jouer ces deux-là. C'est là que je me situe avec lui. C'est sûr que pour cette année puis l'année prochaine, ben, il va jouer 4-3, remplacer 2. Mais dans le futur, je peux le voir facilement là, jouer top 6, top 9, là, mais top 6 d'une couple d'années, je suis pas mal certain qu'il pourrait être là. Un joueur parfait pour les playoffs. Tellement talent, tellement gosseux, baveux. Il y a tout le temps avec quelqu'un poigné par le gilet, un gars d'en face. Ou les autres équipes ont toujours l'air d'avoir quelqu'un qui poigne les nerfs contre lui. Mais tu sais, tu disais tantôt, Jeff, que tu serais curieux de savoir le temps. Tu parles du temps qu'il prendrait pour faire le tour de la patinoire. Ben, dans le fond, cette année, c'est Jordan Kyrou qui a gagné. Je me souviens plus exactement c'est quoi le temps. Là. Il a battu McDavid, là, mais tu sais, je voudrais juste voir, tu sais, comment vite qu'il est. Parce que nous autres, on le remarque souvent, on le voit souvent patiner. On dit, il est vite, mais comment vite qu'il est à comparer aux autres? Es-tu vraiment le plus vite ou il est moins vite qu'on pense, tu sais? Parce que, tu sais, à sa dernière apparition au All-Star Game à Belleville, il avait fait un tour de 13,3 secondes. Parfait. Maintenant, qui est le joueur discret? Donc, qui est le joueur qui déçoit, qui joue en dessous de ses attentes? Excusez-moi, les boys. Nos recherchistes me confirment à l'oreille que Jordan Kyrou avait fait un temps de 13,5 secondes. Donc, Formenton avait été plus rapide dans son tour de glace dans la ligne américaine de 0,2 secondes. Fait que pour le joueur discret, ça c'est comme la partie un petit peu la moins fun de mon analyse. Ben écoute, on n'a pas le choix de la faire. Là. Mention honorable, puis elle est vraiment forte. Là. J'ai de la misère, ce joueur-là, puis JP Fortin il va être d'accord avec moi. Là. Zach Sanford, là, je sais qu'il joue juste pour se faire échanger, mais j'ai l'impression depuis qu'il est arrivé à Ottawa, il n'a pas le goût d'être là. Puis ça paraît sur la glace. C'est un gros gars, il s'est battu l'autre jour, c'est correct, il fait sa part. Mais là, il se pogne dans la pratique que j'ai lue, là, me semble, une couple de journées. Ça, il a commis l'irréparable. Là. Phil a fait un TikTok là-dessus, là, sans prendre à Zoub. Là, c'est, ouais, c'est ça. Là. C'est terminé, sa carrière est finie à Ottawa. Là. Il va se faire bourrer comme Yashin dans pas long. C'est clair, on va aller le porter à l'aéroport. C'est ça. Puis en 39 parties, il y a 4 buts, 7 passes, 11 points. J'ai pas grand-chose à dire. C'est plate, là, mais je suis juste pas capable de le sentir. Autre que d'être en avant du net, là, il fait pas grand-chose, man. Comme une lampe, là. Au moins, il est refait dans mon salon. Il est en santé. Il est en santé, tu sais, comparativement à celui pour qui qu'on l'a échangé. Superbe de belle qualité. Il est en uniforme. Ouais, c'est ça. Il est là, puis tu sais, il s'est fait jouer sa première ligne, il a joué partout, puis en tout cas, c'est ça. Je vais passer à autre chose parce que je suis en train de me craquer. Moi, je vais vous faire une confidence, les gars. Pour moi, Sanford et Gambrell, c'est la même personne. Mon cerveau comprend pas.
Ouais, on sont tellement différents. Ah oui, je le sais. C'est comme si on présente une poutine Saint-Albert puis une poutine du lac Saint-Jean. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement deux joueurs qui passeront pas à l'histoire dans l'histoire des sénateurs d'Ottawa que mon cerveau veut même pas prendre le temps de les analyser, genre. C'est plate à dire, là. Ah ouais, fin de la saison, c'est terminé. On les a. Non, c'est ça. On passe à autre chose. Là, finalement, le joueur discret. OK, lui, c'était. Non, lui, c'était la mention honorable. Mention spéciale. OK. Elle était forte, la mention honorable. Là, le joueur discret, c'est Zaitsev. Ah. Il y a un mot qui représente bien Zaitsev, là, puis c'est ouf. Honnêtement, là, tu peux le mettre avec qui tu veux, autre que Chabot. Là. Il se passe pas grand-chose. Hein? C'est qu'avec Chabot, et c'est la seule place qui réussit à être isolée puis à pas trop mal paraître. Mais c'est pas drôle pour Chabot. Là. Tu dis, gars, on va le mettre avec toi parce que c'est le seul avec qui nous coûte pas trop de buts. C'est plate en maudit. Là. C'est ça. Puis, tu sais, à 25 parties, tu sais, son objectif, c'est pas de faire des points, on s'entend, là. D'après DJ Smith, c'est un elite defender, mais écoute, moi puis DJ, si on prendrait une bière, on aurait de longues discussions. Là. On l'a vu sur le 2 contre 1 avec Kessel de l'Arizona. 2 contre 1, il se garoche sur le joueur, bien direct sur le joueur, il laisse l'autre. La base, c'est que tu laisses le porteur du disque au goaler, puis tu t'occupes de la passe. Pas en tout, il a sauté sur Kessel comme si le feu était poigné. Puis ça a laissé le gars de l'Arizona tout seul dans le slot après ça. C'est ça. Puis tu sais. C'est 101, là. Ben, puis en plus, là, son contrat à la fin de l'année va rester 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ouf. Ça fait 3 encore. Ouf. Ouais. Ça fait 3 ans, OK? Mais qu'est-ce qu'on fait? On le garde ça une autre année, puis il va juste prendre la place de quelqu'un qui pourrait aider notre équipe parce qu'il l'aide pas, là. Il détériore. C'est un problème, là. Je peux pas comprendre. Puis, tu sais, j'ai été checker comment ça coûterait faire un buy-out. Racheter son contrat. C'est 833 000 pendant 4 ans. Ouais, on se cotise-tu? Pas cher. Ben, je penserais à tabarnouche, tu sais, parce que... En tout cas, on est dans le top, là, mettons, de ceux qui veulent racheter des contrats. Ça vaut ton sang. Moi, je rachetais celui-là de White. Matt Murray. Rajoute Zaitsev, rajoute Matt Murray. Matt Murray. À un moment donné, quand tu es obligé de racheter des contrats de même, il faut que tu te poses des questions à celui qui les a donnés, ces contrats-là. Là. C'est ça. Mais tu sais, si on pourrait se débarrasser de son contrat puis l'échanger contre, hey, n'importe quoi, garde du salaire. Envoyez-le à l'Arizona, man. Et jouer devant un amphithéâtre de 5000 personnes va être bien correct. Là. Va être bien correct. Là, parce que ça va être le nouvel amphithéâtre, là, 5000 personnes. Là, je trouve ça quand même comique. Arizona, ils viennent de nous battre 2 fois, puis ils l'ont très bien vu sur la glace. D'après moi, il repartira pas dans l'avion avec eux autres. Non, c'est sûr. Là. Mais tu sais, il faut se départir parce que pour moi, c'est rendu vraiment un grand problème. Tu sais, Sanford, c'est correct qu'il s'en va. Là, regarde, je vais avaler ma pilule. Là. Mais Zaitsev, là, la pilule, là, elle coupe l'eau. Là. L'eau, elle reste prise dans la gorge. Là. Ben, surtout que là, on a Sanderson qui arrive. On a vu Jacob Bernard-Docker puis Lassie Thompson cette année qui n'ont pas montré des mauvaises choses. Maintenant, elle est où sa place, là? Mais tu sais, Zaitsev, tu regardes ça, là, il est quand même toujours bien 1 qu'à -3 dans son différentiel. C'est pas si désastreux que ça, là. Non, c'est pas du côté des plus et moins. C'est les décisions qu'il prend. Ouais. Tu sais, c'est les décisions qu'il prend, puis tu sais, le hockey, c'est rapide, c'est une fraction de seconde. Là. Ben lui, la fraction de seconde, il y a la manque, là. Zaitsev, pour moi, c'est terminé. Comme je vous dis, là, Dorion, là, il a une méchante été. Là. Va chercher un top 6. Débarrasse de Zaitsev. Va chercher un top 4. D'un but, tu sais quoi, je suis quand même bien. Moi, Témiscouata, je ne voudrais pas être Pierre Dorion. Mais il est chanceux. Il peut faire un prise 2. Et tout ce qu'il fallait qu'il fasse l'année passée, il faut qu'il le refasse cette année. Ouais. Il y a une deuxième chance. Ouais, c'est ça. Mais pas tout le monde qui se fait donner une deuxième chance là-dedans. Non, mais je pense que l'année prochaine, si ça ne marche pas, là, il y a de quoi qui se passe. Ah, c'est fini. C'est fini. Là. Ah non, c'est fini. Parce qu'on savait qu'on ne faisait pas les séries cette année, c'était sûr. Là. Ben là. On pensait à se battre, on pensait... ce qui a fait mal encore, c'est le début de saison de merde, là, avec 2 victoires en 15 games, je pense. Là. Puis après, ben, toutes les blessures. On pensait se battre pour les séries, là, on va se battre pour Shane Wright. GF. Damn right.
Merci beaucoup pour ton beau travail. On se rejase. Yes, à la prochaine poutine. Salut les boys. Dans un instant, on reçoit de TVA Sport JP Bertrand. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, il est bien connu sur la scène sportive québécoise. Il est journaliste pour TVA Sport et anime le balado La Dose, mais peu savent qu'à une époque, il a couvert les sénateurs d'Ottawa. Jean-Philippe Bertrand est avec nous. JP, bienvenue à la brigade. Salut les boys, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Là, on va te poser la question qui tue. Comment est-ce que tu t'es ramassé à couvrir les sénateurs d'Ottawa? Ah, écoute, je vais essayer de vous simplifier la chose, là, mais c'est une passe à palette du bon Dieu, littéralement. Je suis en début de carrière, puis je travaille à l'époque pour un poste de radio satellite qui s'appelle XM, puis notre patron nous fait venir à la fin mars pour nous dire que, faute de budget, le poste va fermer. Fait que j'ai 25 ans. J'ai 3 années de travail sous la cravate, puis là, je perds ma job. T'sais. Fait que je suis bien découragé. Puis il nous reste encore 2 semaines là, avant de fermer la shop définitivement. Et je croise Michel Langevin sur la galerie de presse du Centre Bell. Michel Langevin était le descripteur des sénateurs jusqu'à la saison 2006-2007. En fait, il avait fait toute la saison jusqu'au match 82, mais a démissionné au dernier match de la saison régulière pour s'en venir à Montréal, partir ce qui était à l'époque CKC Sport. Ses patrons ont dû l'aimer, lui, dans le temps? Ouais, ben exact, ouais. Mais tu sais, fait qu'il me dit, écoute, JP, j'ai su que tu as perdu ta job. Moi, je t'annonce que je quitte la description des matchs des sénateurs. Je sais qu'ils cherchent quelqu'un. Le nom de la directrice à CJRC en Outaouais s'appelle Sylvie Charette. Si je suis à toi, là, j'enverrai un CV ou un démo, puis je te souhaite bonne chance. Fait que ni une ni deux, j'envoie mon CV. J'envoie un démo de la très brève expérience que j'avais comme descripteur, c'est-à-dire le Rouge et Or football quand j'étais à l'université, puis quelques matchs de l'Impact que j'avais fait en remplacement. Puis j'envoie le démo, puis je me bute à un silence radio pendant 3 jours. Fait que je me dis, bon, ben écoute, ils ont dû en prendre un autre. Là. J'ai juste 25 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience. Puis au bout du 3e jour, je vois un code régional que je connais pas, 819, fait que je réponds, puis c'est Sylvie Charette au bout du fil, puis elle me dit, Jean-Philippe, je te félicite, t'es rendu la nouvelle voix des sénateurs. Ben voyons donc. Le premier match de hockey, donc, que j'ai décrit dans toute ma vie, c'est en série. C'est un match de séries éliminatoires canadiens contre les Pingouins, tu sais. Moi, j'étais là juste pour patcher, pour les séries, là, le temps que ça avait duré. Fait que, si les sénateurs perdaient à 5, ben, ça aurait été 5 matchs. Puis s'ils perdaient à 6, ben, ça aurait été 6 matchs. Puis là, en plus, on donnait pas cher de la peau des sénateurs cette année-là parce que là, les Pingouins comptaient sur l'émergence d'un Crosby, puis d'un Malkin, puis d'un Fleury, puis d'un Le Temps. Puis ils commençaient à être bons, les petits Pingouins à l'époque, là. Puis, concours de circonstances, les Pingouins les battent, les sénateurs les battent en 5. Fait que moi, je suis bien content. Je me dis, m'envoie quelques matchs de plus. Mais là, on affronte les Devils du New Jersey. Pas grand chance de battre les Devils parce que là, t'avais à l'époque un Gionta, puis un Gomez, puis un Rafalski, puis un... Martin Brodeur, c'est exactement ça. Fait que je me disais, on va faire un 4-5 games de plus, puis ça va s'arrêter là. Puis tabarnouche, les sénateurs les battent en 5 encore une fois. Fait que là, on se retrouve en finale de l'Est, puis on pogne les Sabres de Buffalo. Puis là, les Sabres, cette année-là, avaient gagné le trophée du président, meilleure équipe dans toute la Ligue nationale de hockey. Puis là, t'avais Brière, Drury, Jean-Pierre Dumont, Brian Campbell, Ryan Miller des Nets. C'était le gros club. Aucune chance des battre. Là, je me disais, ça va s'arrêter là. Ben, tabarnouche, ils les battent en 5 encore une fois. Sur un but d'Alfie, Daniel Fredson en prolongation, match numéro 5. Fait qu'en l'espace là, de 2 mois, là, je suis passé de jeune journaliste sur le BS à descripteur de la finale de la Coupe Stanley. C'est assez incroyable. C'était hallucinant. Le 2 mois le plus excitant de toute ma vie. T'aurais pas pu écrire cette histoire-là. C'est un conte de filles. Là. Pour un journaliste, un conte de filles. Là. Puis tu sais, moi, je sais pas quel âge vous avez, là, mais moi, je viens d'avoir 40 ans. Là, fait que
la télésérie Lancez compte, quand j'étais petit gars, là, a marqué l'imaginaire pour bien des petits gars de ma génération parce que tu pouvais voir comment ça se passait dans l'avion, puis comment ça se passait dans l'hôtel, puis tu avais comme tout le jeu de coulisses. Là. Fait que là, du jour au lendemain, moi, je me suis retrouvé catapulté dans cet environnement-là. Là. Puis à cette époque-là, le CJRC voyageait dans l'avion de l'équipe. Je me rappellerai toujours de mon premier voyage avec les Pingouins. Les 2 premiers matchs de la série contre les Pingouins étaient à Ottawa. Et le deuxième match, c'était un samedi après-midi. Fait que tout de suite après la game, on s'envolait pour Pittsburgh parce qu'on rejouait dès le lendemain. C'était un back-to-back. Là. Je sais que c'est rare en série, là, mais on repognait Pittsburgh à Pittsburgh dès le lendemain. Fait que après le match, j'ai ma valise, tout le kit. Fait que j'arrive à l'aéroport, puis c'est comme des aérogares privés, tu sais. Fait que il y a un gars qui me dit « Je vais vous prendre vos clés. » Non, je commence ça, je vais prendre mes clés. Là. Ah, mais on va aller garer votre voiture, tu sais. Fait que là, on gare ma voiture. Puis là, on nous amène dans une petite navette qui nous amène dans un genre de petite aérogare privé, là, où on n'a pas vraiment besoin d'attendre. Puis on rentre direct dans l'avion. Puis au niveau des ailes, là, comment ça marche dans un avion de la Ligue nationale de hockey, là, les dirigeants occupent l'espace en avant de l'avion. Là, fait que GM, coach, assistant coach, gars du vidéo, entraîneur des goalers, médias. Là, tu as comme 2 rangées au niveau des ailes là, où est-ce qu'il n'y a pas de banc. Puis ça, ils mettent des tables avec un buffet là-dedans. Puis après, les joueurs sont assis en arrière. Fait que je rentre là-dedans, et puis là, il y a le buffet de barnouche. Fait que, sushi, fromage, ci, ça, tu sais. Fait que mon partner, Alain Sancartier, qui est avec moi, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « Ben, OK, si tu réserves aux joueurs. » Il dit « Ben non, mais t'as une minute, là, ça, c'est juste les amuse-gueules. Le souper s'en vient après, là. Puis le filet mignon est arrivé plus tard après dans l'avion. Fait que, tu sais, j'étais comme... Tu sais, je vivais mon lance-compte, là, puis là, tu sais, au coucher aux mêmes hôtels, puis tu sais, écoute, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Je trouve ça fun, tu nous dis ça, parce qu'on a reçu Sylvain Saint-Laurent il n'y a pas longtemps, puis lui, il nous disait à peu près la même chose. Il disait, moi, Lulu, dans lance-compte, je voulais être lui. C'est un peu ça, toi aussi, là. Ben, oui. Lulu, oui, mais comment je te dirais bien? Moi, j'étais un joueur de hockey, en fait. J'étais un joueur de hockey. Donc, mon rêve premier était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis un moment donné, ben, j'ai allumé. Là, je veux dire, le bon Dieu nous donne un talent, puis je sais que j'avais pas ce qu'il fallait pour en faire une carrière. Fait que c'est plus rendu là, comme dans le coin cégep université, là, quand vient le temps de faire les choix de carrière. Là, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, OK, visiblement, je ne deviendrai pas joueur de hockey. Alors, comment me rendre dans NHL? Là, je me suis dit, bon, comme coach, tu sais, non, je n'ai pas fait de pédagogue. Comme agent, non, je pourrais en maths. Comme journaliste, moi, j'ai une grande gueule. OK, ouais, ça fait du sens. c'est comme ça que j'ai fait mes choix de carrière. Là, puis si on jase, jaser pour jaser, là, les séries se terminent, les Sénateurs sont éliminés contre les Ducks. Tout le monde, moi, je me rappelle, cette série-là, je travaillais dans un Petro-Canada à Castlemaine, puis on avait une petite télévision dans le petit bout. Dans ce temps-là, c'était du full serve. Là. On mettait l'essence dans les voitures, puis on lavait les vitres. Puis il y avait le match qui jouait sur cette minuscule télévision, puis là, tout le monde se ramassait autour du petit bureau pour regarder. C'était malade. Mais il y avait vraiment eu un buzz ce printemps-là. Puis, tu sais, il y avait eu tu sais, ça s'était bâti au fil du temps, là, tu sais. Puis je me rappelle que il avait créé à Ottawa sur la rue Elgin, là, ce qu'on appelait le Sands Mile. Là, puis là, c'était comme rendu le lieu de rassemblement des partisans, puis on entassait du monde. Là. Mais un de mes meilleurs souvenirs, là, la ronde contre Buffalo que je vous parlais, là, le match 2 s'est transporté en 2e période de prolongation. OK? Fait qu'Ottawa gagne le match 1, c'est le match 2 à Buffalo, 2e overtime, puis le gars à côté de moi, c'est le grand descripteur Rick Jenneret, le descripteur des Sabres de Buffalo, là, à qui on doit le fameux la fontaine, puis Mayday, ouais. Exact. Fait que je me suis dit, si les Sénateurs marquent un but, il faut que j'y fasse un tribute. Là. Il faut que j'annonce un but à la Rick Jenneret, là, en guise de respect pour le grand monsieur qui était dans la boîte de description à côté de moi. Fait que mise en jeu à la gauche de Ryan Miller. Je pense que c'est le trio du Pedia qui est sur la glace, remporte la mise au jeu. Pricing, rappelez-vous de Tom Pricing à défense, récolte le disque. Passe du côté gauche à Joe Corvo, qui sur réception marque. Puis là, écoute, c'était plus fort que moi, là, je m'étais époumoné, j'avais crié « Joe Corvo! » Puis là, les Sénateurs avaient gagné le match 2 en double overtime. Et le match
le match 5 se transporte aussi en overtime. OK? Donc là, c'est 3-1 dans la série. Match 5, encore une fois à Buffalo. Puis Daniel Alfredson marque en prolongation pour propulser les Sénateurs et le jeune descripteur que je suis en finale de la Coupe Stanley. Puis le match était présenté en après-midi. Fait qu'on revenait à Ottawa en fin de journée. Là. Puis on arrive, on est sur le point de se poser à Ottawa. Puis le pilote sur l'intercom, il dit « Hey les boys, préparez-vous. Il y a 4000 personnes qui vous attendent à l'aéroport. » Fait qu'on arrive à l'aéroport privé, tu sais, puis là, on reprend toutes nos clés de voiture qu'on avait laissées, comme je vous contais tantôt, là, tu sais. Puis pendant 1 kilomètre, là, il y avait une haie d'honneur qui se formait pour le Hummer blanc de Ray Emery, puis la BMW bleue de Daniel Alfredson, puis ma modeste Honda Civic grise rouillée. Et on faisait des high-fives au monde sur le bord de la route. Là. Le monde, il se va se dire, c'est qui, lui? Je sais pas, là, mais tu sais, j'ai fait des high-fives. Fait que il y a vraiment eu un buzz. Menant à Coupe Stanley, il y a vraiment eu un buzz. Fait que ce que tu nous dis, puis tu le confirmes, il y a un public à Ottawa. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, moi, je suis né à Montréal. Là. Je suis né sur l'île de Montréal. Tu sais, quand je dis au monde que j'allais au secondaire en métro, le monde ne me croit pas. Là, parce que des Montréalais pur laine, il n'y en a pas. Là, fait que c'est sûr que moi, j'ai eu une enfance bleu, blanc, rouge. Tu sais. Puis mon père travaillait dans le monde des finances. Fait que, souvent, il y avait des tickets, puis il m'amenait au Forum de Montréal. Là. Même pas le Centre Molson, le Forum de Montréal. Fait que, le Canadien est très ancré dans mes racines. Mais de par la proximité, j'ai toujours eu un intérêt, on dirait, pour les Sénateurs d'Ottawa. Je me rappelle des premières années, le centre civique à Ottawa, c'était comme un building un peu bizarre avec avec genre 45 rangées d'un bord puis 8 de l'autre, là, avec une espèce de demi-plafond. C'était comme... Puis là, en plus, les Sénateurs repêchent Alexandre Daigle, qui était comme un phénomène. Fait que, j'ai toujours eu une curiosité pour les Sénateurs, puis au virage des années 2000, là, c'était rendu quasiment le club de l'heure dans NHL. Là, c'était un des très bons clubs dans le circuit. Fait que, j'ai toujours été attiré par les Sénateurs. Puis, pour avoir autant couvert le Canadien que les Sénateurs, j'ai eu beaucoup plus de proximité avec l'organisation des Sénateurs parce que il y a moins de journalistes qui couvrent le club. Il y a moins de pression médiatique pour les joueurs. L'ambiance à Ottawa, là, en tant que journaliste, était beaucoup plus agréable qu'à Montréal. Là, Chantal Maccabé est rendu chez le Canadien, puis peut-être que ça l'a allégé l'atmosphère, mais c'était le fun de couvrir les Sénateurs, puis les joueurs, te faisaient quasiment sentir comme s'ils faisaient partie de l'aventure, puis les partisans dans ce temps-là, il y avait vraiment une belle ambiance. Fait que, je sais qu'au cours des dernières années, ça a été plus difficile, mais quand il y a un bon club sur la glace, il y a moyen d'avoir du fun à Ottawa. Ça, il n'y a pas de doute. Y a-tu quelqu'un dans le temps, un joueur, un membre d'organisation avec qui tu avais une bonne relation, qui te donnait qui t'a marqué plus qu'un autre, ouais? Oui. En d'autres mots, ce que tu me demandes, y a-t-il quelqu'un qui me pissait dans l'oreille, là? La réponse est oui. La réponse est oui. Souvent, les joueurs de quatrième trio, les joueurs un peu plus obscurs, sont moins en demande. Fait que, ils enlèvent leur patin là, je sais que c'est avec la COVID, là, c'est rendu différent. Là, les journalistes n'ont plus vraiment accès au vestiaire, là, mais dans le temps, les gars enlevaient leur patin, puis ils prenaient leur temps, puis buvaient leur petit Gatorade, puis moi, dans mon temps, ça tournait autour de Spezza, de Heatley, de Alfredson, de Emery, de Redden, puis t'en avais d'autres en arrière à qui on parlait pas beaucoup, dont un vétéran qui s'appelle Dean McAmmon. Je sais pas si vous vous rappelez de Dean McAmmon. Oui. Numéro 37. Numéro 37, exact, qui s'était fait estropier, rappelez-vous, dans la finale contre Anaheim, là, suite à un coup de coude de Chris Pronger, là, Mais Dean McAmmon, c'est un maudit bon gars, puis c'était mon contact dans le vestiaire. Fait que souvent, il me disait l'heure juste, puis il me disait ce qui se passait dans le vestiaire, puis jamais j'ai trahi sa confiance parce que je l'ai jamais nommé en ondes, puis mais la deuxième année, là, parce que là, on passe des étapes, là, mais je suis revenu aussi pour la saison suivante, là, donc 2007-2008. Cette saison-là a été beaucoup plus difficile parce que là, Ray Emery là, accumulait les frasques à l'extérieur de la glace, puis là, c'était rendu une source de distraction, puis
il manquait des entraînements, puis là, il s'était fait pogner pour un autre incident de rage au volant, puis fait que tu sais, Dean me disait à quel point ça dérangeait le moral des troupes, ça dérangeait, fait que Dean McCammon, c'était mon chum dans le temps. Fait que là, tu couvres la deuxième saison. Ouais. Là, pas longtemps après ça, tu t'en vas jouer au hockey en Norvège. En Nouvelle-Zélande, pardon. Oh boy, ouais, OK. Est-ce que je saute des étapes, là? Ouais, ben oui, un peu, parce que... je sais que c'est venu après, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, là. Ouais, OK, ben on va s'y rendre, mais effectivement, donc dans l'entre-saison, 2006-7, je négocie un contrat avec CGRC qui m'offre la chance de revenir pour une autre saison. Donc, j'accepte l'offre et là, je déménage à temps plein à Gatineau. Puis, ça avait super bien commencé. Là. Rappelez-vous, le début de saison 2007-2008, là, je me rappelle, TSN était venu faire un reportage sur les sénateurs en faisant le parallèle entre le Canadien de 77-78, je pense, qui avait perdu seulement 8 matchs dans toute l'année. OK? Wow. Fait que les sénateurs, là, étaient... je pense qu'en octobre, ils avaient perdu 3 matchs seulement. Là. Début de saison hallucinant. Puis à Noël, ou juste après Noël, Danny Hitley se déchire le muscle ischio-jambier, au déchirure du ligament croisé antérieur. Puis là, il a commencé à avoir bien des blessés. Puis là, la chicane est pognée entre Ray Emery puis Martin Gerber. Là, il y avait un système d'alternance. Tu gagnes, tu restes dans le but. Fait que... et ça avait d'ailleurs coûté la job à John Paddock, qui était devenu à l'époque l'entraîneur-chef des sénateurs. Fait que la saison avait parti sur un gros high. Puis ça s'était carrément écroulé, si bien que les sénateurs avaient fait les séries là, sur le dernier ou l'avant-dernier match de la saison là, face aux Leafs à Toronto. Puis ça n'a pas été long qu'en première ronde des éliminatoires, ils sont fait sortir en 4 par Pittsburgh. Fait que j'ai fait ça. Écoute, je commençais à m'ennuyer de la maison. Moi, j'étais un Montréalais, puis il faut pas oublier que CGRC roulait pas sur l'or, là, puis je pense pas qu'il roule toujours plus sur l'or. Fait il y a des parties du contrat qu'ils n'étaient pas capables d'honorer, puis les matchs sur la route, on les faisait en studio, ce qui était pas mal moins le fun. Puis là, on coupait dans les dépenses, puis là, on coupait dans les voyages à Toronto, puis là, on coupait. Fait que en saison 2008-2009, j'ai décidé de revenir à Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça a été une expérience de courte durée chez les sénateurs, mais comme je le disais tantôt, là, je m'en rappelé toute ma vie, là, tu sais. Et veut pas, un jeune journaliste de 25 ans à Montréal ne couvre pas les Canadiens, n'a pas accès à ce que tu as eu accès avec les sénateurs du jour au lendemain, là. Exact. C'est pour ça, tu sais, jamais je n'aurais eu la chance de décrire les matchs du Canadien dans ma vie, là. Puis là, je suis rendu à 40 ans, puis je doute que d'ici à la fin, d'ici à ma retraite, là, dans 15, 20, 30 ans, je sais pas combien de temps, mais je doute que j'ai la chance de décrire les Canadiens. Fait que c'était ma seule opportunité de décrire des matchs de la Ligue nationale de hockey. Puis je l'ai fait, j'étais content, puis là, tu vois, je suis rendu père de famille, puis je retournerai plus sur la route. Au début de TVA Sport, j'ai couvert le Canadien aussi, fait que je suis reparti sur la route pendant un méchant bout de temps. Puis il y en a pour qui c'est un rythme de vie qui fait. Moi, j'ai besoin de dormir chez nous, j'ai besoin de voir ma blonde, j'ai besoin de manger ma petite salade santé, puis la bouffe d'avion, puis la bouffe d'aéroport, puis coucher à l'hôtel, à tous les semaines, un moment donné, ça draine. Moi, ça m'a drainé. Fait que je suis content de l'avoir vécu, puis je suis content d'être passé à autre chose. Fait que là, entre la fin de la saison et TVA Sport, la dose, j'imagine qu'il y a d'autres choses, là. Ouais, ben, j'arrive à Nouvelle-Zélande, là. Fait que, après les sénateurs, je suis allé à l'écrit à Montréal. Okay. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas un média qui m'intéressait ou qui me stimulait. Tu sais, la radio, c'est le fun, t'es en ondes, t'as un thrill, tu décris les games, c'est le fun. La TV qui est venue plus tard, tu sais, il y a un track à être en ondes, c'est le fun, mais l'écrit, puis tu sais, je sais que ça convient à bien du monde, là, mais moi, je trouvais ça plate, tu sais. Puis je couvrais quand même le Canadien. Là, j'étais rendu dans le vestiaire du Canadien, mais à l'écrit. Puis il me manquait un thrill, puis je l'ai fait pendant 3 ans.
Puis au bout de la 3e année, je me suis dit, sacrifice, j'interviewe des joueurs de hockey à tous les jours. Je leur parle de leur passion, tu sais. Puis moi-même, je suis même pas en mesure de vivre ma propre passion. Fait que j'ai tenté un retour au hockey pour une saison. J'ai toujours caressé le rêve de jouer une saison à l'étranger. Puis à cause du travail, puis à cause des sénateurs, puis à cause d'un paquet de raisons, je ne l'avais jamais fait. Alors, j'ai décidé de faire vraiment un comeback. Fait que j'ai envoyé des CV là, littéralement là, dans toutes les ligues possibles et impossibles. Là. Fait que la France, la Suède, la Finlande, la Russie, la Norvège, l'Italie. Puis Dans le fond, c'est toi-même qui courtise les équipes. Là. C'est pas un agent que tu as engagé par la biais. Exact, c'est moi-même. Puis, en tout cas, concours de circonstances, là, je connais il y a un gars qui me parle qu'il y a une ligue de hockey en Nouvelle-Zélande. Fait que c'est comme Nouvelle-Zélande, je veux dire. Ça joue au hockey, ouais. Ça joue au hockey là-bas, puis je savais que c'était à côté de l'Australie, mais tu sais, j'étais pas vraiment au courant. Fait que je commençais à faire des recherches, puis là, je me suis rendu compte. Fait que OK, ben la ligue a fait du sens, là. Tu sais, le site web a l'air sérieux, puis tu sais, ils ont des commanditaires, puis les games étaient à l'époque web diffusés, là. Ils sont encore, là, mais tu sais, tu peux checker les games à TV, puis je regardais le calibre, puis c'était pas si vilain que ça, puis fait que là, je commence à écrire à 2-3 équipes, puis il y en a une d'entre elles qui est un peu plus sérieuse, puis elle dit, écoute, nous, on serait intéressés, envoie-nous ton CV de hockey, mais on serait intéressés, puis nous, on te fournirait un char, puis on fournirait un appartement, puis à un moment donné, les discussions sont venues un petit peu plus sérieuses, puis gars, on a un avocat, voici le contrat rédigé par l'avocat. Fait que là, j'étais comme, OK, ça fait du sens, là, tu sais. C'est pas une ligue de garage, là. C'est pas une ligue professionnelle, mais c'est pas une ligue de garage. C'est une ligue au statut amateur, mais comme dans toutes les ligues, là, que tu sois en Suisse, en France, en Russie, tu as droit à 5 joueurs étrangers. Fait que là, tu sais, c'est souvent des Américains, des Canadiens, des Suédois, tu sais, puis l'équipe mise beaucoup sur les joueurs étrangers pour faire grimper le calibre, puis pour comment je te dirais bien ça, là, tu sais, former les jeunes aussi, puis tu sais, un peu enseigner un peu plus nos rudiments. Fait que ben, à 29 ans, j'ai décidé de mettre ma carrière de journaliste sportif sur la glace, littéralement, là, dans tous les sens du terme, puis de faire un comeback season. Et donc, je suis parti pour une petite ville en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Dunedin. Pour faire le parallèle là, avec le Québec, là, c'est une ligue à 5 équipes, OK? Alors, c'est comme s'il y avait 2 équipes à Montréal, là, qui s'appelle Auckland, qui est la grande ville. Une équipe à Christchurch, là, qui serait comme qui est la 2e ville d'importance, fait qu'on va dire Québec. Une équipe à Dunedin, la petite ville dans laquelle j'étais, qui serait un peu un genre de Trois-Rivières. Là, fait que c'est-à-dire une ville universitaire un peu ouvrière. Puis un club à Queenstown, qui est un genre de village alpin qui ressemble à Mont-Tremblant. Puis le monde pense, puis moi avec, je pensais que la température en Nouvelle-Zélande s'apparentait à celle de l'Australie, là, avec des plages, des crocodiles, puis toute la patente. Mais la Nouvelle-Zélande est au même parallèle que le Canada, mais dans l'hémisphère sud par rapport à l'Arctique. Donc, sacrifice, il fait fret l'hiver, là. Puis dans le sud de l'île du Sud, il y a la neige, tu sais. Fait que la place où j'habitais me faisait beaucoup penser à l'Ouest canadien. Fait que finalement, ça a été... ça n'a pas été un choc culturel tant que ça, parce que, 1, ils parlent anglais, puis 2, la température ressemblait à chez nous. Fait que ça a été une aventure extraordinaire. C'est des petites saisons, c'est des saisons de 16 matchs, parce que les villes sont éloignées, fait que ça se fait par avion. Puis les saisons sont aussi inverses aux nôtres, parce que dans l'hémisphère sud, leur été, c'est notre hiver, puis notre hiver, c'est leur été. Donc, la saison est du mois de mai à août. Donc, c'est un voyage de 3 mois. Puis, j'ai eu une super bonne année. Statistiquement, ça a bien été. Je me suis disloqué une épaule. J'étais un peu magané. Puis, j'ai refait le constat que j'avais fait en début de parcours de me dire, bon, ben, c'est bien beau jouer au hockey, mais je suis pas de calibre professionnel, puis je pourrais pas en faire une carrière. Et au même moment, TVA Sport ouvrait ses portes à Montréal. Et il y a des gens que je connaissais qui travaillaient là, puis que je connaissais le patron, Paul Rivard, qui engageait. Fait que j'ai fait un Skype depuis Dunedin, Nouvelle-Zélande. J'ai dit, Paul,
Là, je suis vraiment allé au bout. J'accroche mes patins, puis je veux me remettre les pieds dans le journalisme. Et j'ai été engagé, puis tu vois, ça va faire 11 ans maintenant que je suis à temps plein à TVA Sport. Parce que toi, tu aurais pu revenir ici, puis comme tu disais, tu étais dans le vestiaire des Canadiens, tu passais les joueurs en entrevue. Quand tu es parti, tu aurais très bien pu revenir, puis il n'y avait pas eu de porte ouverte, puis que ce soit mort pour un bout, là. Puis honnêtement, là, quand j'ai quitté, là, j'avais mis une croix sur le journalisme. Ah ouais, Puis, carrément. Puis je m'étais même inscrit en enseignement à l'Université Concordia, là, juste pour te donner un exemple. Là. OK. Fait que j'avais vraiment... Je pensais que c'était fini. Sincèrement, là, je pensais que mon parcours journalistique était fini. Puis quand l'opportunité de rentrer à TVA Sport s'est ouverte... écoute, j'ai été chanceux. Là, j'étais là pour l'entrée en ondes. Là. La première journée, j'étais en poste. Puis là, j'étais mindé à redevenir journaliste puis à faire ça de ma vie. Puis fait que là, tu vois, dans les premières années, j'ai couvert le Canadien. Ensuite, un autre cadeau du ciel s'est offert à moi. J'ai animé l'émission matinale à TVA Sport qui s'appelait Les Partants. Ah, c'était bon, ça. Ça, je vais te le dire, ben franchement, là, ça, c'est quelque chose qui me manque, là, de mes matins. Prendre mon petit café puis écouter les partants, là, c'est quelque chose qui me manque. Ah, ben, t'es fin, puis c'est l'autre parce que il n'y a pas une journée que je l'entends pas, celle-là. Puis, tu sais, on n'a pas été en ondes longtemps, là. Le show a existé pendant 2 ans et demi. Puis, comme je dis en joke, on est mort de la COVID, là, parce que c'est vraiment la COVID puis les contre-coups financiers qui ont mis un terme à cette émission-là. Mais c'est certainement pas l'amour du public puis j'oserais dire bien humblement la qualité du produit parce que je trouve que Charlie puis moi, on offrait quelque chose qui se faisait pas à l'époque à télé. Puis là, on le voit un peu du côté d'ADS. Là, ils ont lancé un show le midi qui ressemble un peu à ce qu'on faisait au partant, là, qui s'appelle On Jase. Mais quand on a lancé ça en 2018, ça n'existait pas nulle part. Puis je sais qu'on a laissé d'une certaine façon notre trace avec ce show-là. Fait que ça a été un beau tremplin, là, une belle vitrine pour ma carrière. Puis quand le show a été retiré des ondes, ben, nos boss nous ont dit hey, « Boys, vous avez tellement fait une bonne job, on veut vous garder à TVA Sport, même si on coupe des postes. » Ils ont dit « Charlie, tu t'en vas à Salut Bonjour, puis JP, on va te donner un nouveau projet qui s'appelle... en fait, qu'il n'y avait pas de nom finalement. Ils m'ont dit « Ça te tente d'animer un podcast? » tu sais. Fait que j'ai dit « Ben oui, tu sais, puis j'étais couché pendant la nuit, puis je me tournais d'un bord de l'oreiller puis de l'autre, là, tu sais. Je pensais à un nom de show, puis je me suis dit, moi, quand je me réveille le matin, là, parce que le concept de la dose, tu l'écoutes en te réveillant le matin, là, tu sais, c'est un peu remplacer les partants ou le bulletin de nouvelles, si tu veux, là, tu sais. Puis je me suis dit, moi, quand je me réveille le matin, j'ai besoin de 2 choses. Ma dose de café, puis ma dose d'actualité sportive. Fait que j'ai fait bang la dose, tu sais, puis c'est comme ça que le titre est né. Puis, écoute, on est une toute petite équipe. Mais c'est moi puis un dénommé Xavier Julien qui était notre recherchiste au partant. Puis, écoute, ça va super bien. On est un peu comme, je dis en joke, on est un peu comme dans Moneyball, là, Brad Pitt puis Joe Nolan à côté. Là, moi, je suis le gars en ondes, puis Xavier, c'est le cerveau du duo. Là, fait que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est promotion, c'est lui qui s'en occupe. Fait que je suis bien heureux avec ce que j'ai. Puis là, en plus, je suis rendu papa d'un petit bonhomme de 3 ans. Fait que j'aurais plus le goût d'être sur la route. Là. Je suis bien content de dormir à la maison puis de le voir le matin. Là, en ce moment, les Canadiens viennent d'annoncer une reconstruction. Les sénateurs vivent une reconstruction depuis à peu près 4 ans. Là. Est-ce que tu y crois à cette reconstruction-là des Canadiens de Montréal, toi? À date, j'y crois. On va te dire, là, je suis en train de tomber sous le charme de Martin Saint-Louis, qui a été nommé là par Kent Hughes, qui a été nommé là par Jeff Gorton. Fait que, tu sais, par association, je suis comme en train de tomber en amour avec ce trio-là. En plus, c'est greffé à ça une fille que j'adore, une femme que j'adore, qui s'appelle Chantal Maccabé, avec qui j'ai travaillé et que j'ai côtoyé, tu sais, qui est en train de rendre les relations entre le club et les médias le fun, ce qui amène un vibe positif. Fait que, honnêtement, oui, j'y crois à la reconstruction, puis le discours de Martin est tellement rafraîchissant que tout le monde semble l'acheter. Il est tellement inspirant que tout le monde semble embarquer dans le bateau. Fait que oui, j'y crois à la reconstruction du Canadien. Tu sais,
J'espère juste que ça sera pas trop long, là, tu sais. Parce qu'ils l'ont pas dit ouvertement, là. Comme les Rangers l'avont fait avec une lettre ouverte, comme voici, on passe à l'étape suivante, on fait une reconstruction. Les Canadiens l'ont jamais dit ouvertement que. Non, puis tu sais quoi, c'est drôle parce que j'en parlais il y a pas longtemps à Dose, puis je pense pas qu'ils vont l'annoncer non plus. Parce qu'on dirait que le plan est en train de changer. Tu sais, on parlait là, de faire table rase, là, puis de vraiment de repartir sur une page blanche. Puis on dirait que tout d'un coup, c'est en train de ressembler un petit peu plus à ce qu'ils appellent un reset sur le fly. Là, fait que, il y a des gars qu'on pensait qu'elle allait partir qui vont peut-être pas partir finalement. T'sais. Je ne te souhaite pas une reconstruction complète parce que ça vient long. Je te dis tout de suite. C'est vrai. Ouais, puis tu sais, un des désavantages que vous avez, vous, du côté des sénateurs d'Ottawa, c'est que vous avez un propriétaire qui n'a pas les poches profondes puis qui n'a pas l'air de vouloir dépenser non plus, tu sais, respecte le plancher salarial, mais va rarement jusqu'au plafond, j'ai l'impression. Là, fait que ça fait en sorte que le pouvoir d'achat est plus limité. Là. Tu sais, quand j'ai vu Tkachuk signer en début de saison, j'étais content pour les sénateurs parce que tu sais, je voyais là un capitaine, un gars qui pourrait être là sur le long terme. Là. Fait que j'aurais trouvé ça plate qu'on économise sur un dossier comme ça ou le dossier Thomas Chabot aussi. Là, Sans plus tarder, faites place au tir de barrage. En terminant, on a une petite tradition qu'on appelle les tirs de barrage. Donc ça, c'est une série de questions en rafale. On te lance ça, tu nous réponds comme tu peux. JP Fortin, tu passes ça? Yes. Donc, ton joueur préféré dans la Ligue nationale actuelle? Actuellement, ben écoute, je l'ai tatoué sur le cœur. Là. Moi, c'est Sidney Crosby. À l'ère moderne, là, est vraiment mon joueur. Là. Quand j'étais petit, c'est sûr que Wayne puis Mario étaient bien impressionnants, mais je vous parlais tantôt de ma première ronde contre les Penguins de Pittsburgh. Là, à cette époque-là, Sidney Crosby donnait des entrevues en français. J'étais quasiment le seul journaliste francophone sur la route. Là, fait que j'avais droit à Sidney Crosby en one-on-one, là, tout seul avec, pendant 5 minutes à chaque jour. Là, fait que j'ai développé au fil du temps quand même une belle relation avec. Là, je ne sais pas s'il me reconnaîtrait ou me replacerait, mais à cette époque-là, j'avais une super belle relation. C'était un gars fin, respectueux, éthique de travail. Fait que, je sais qu'il n'est plus le joueur qu'il a jadis été. Là, puis je sais que les jeunes sont en adulation devant un McDavid et un Matthews, mais encore aujourd'hui, pour moi, si t'as à bâtir une équipe championne là, pour remporter une Coupe Stanley, moi, je pense que c'est encore le leader numéro 1. Ben, on le voit avec les Pingouins, là. On pense tout le temps que cette équipe-là est terminée, puis finalement, encore cette année, ils sont en haut du classement. Exact. Je te donne 5 000 $. Est-ce que tu prends l'argent pour faire un voyage dans le sud ou bien tu prends l'argent pour faire un voyage de sport? Souvent, l'un va avec l'autre. Souvent, moi, j'ai combiné mes voyages personnels avec un voyage de sport. Comme tu vois, là, dans une couple de semaines, là, je m'en vais jouer au baseball à Cuba. Fait que c'est un voyage dans le sud, mais j'en profite pour me claquer 3 games de balle contre un club cubain. Fait que 5 000 piastres va aller aux deux. Ah, c'est hot. C'est hot, c'est une belle expérience, ça. Pourquoi vous aviez un contact là-bas qui fait que vous jouez? Ben, moi, mon autre passion, c'est le baseball. Là. J'étais un gros fan de baseball. Puis l'été, je suis dans une ligue de baseball senior. Là, puis attention, pas la balle molle. Moi, je joue pas à balle molle. Moi, je joue au vrai baseball, ça se lance par en haut. Fait que, puis on est une gang de chums. Puis un d'entre eux organise depuis 10 ans une tournée d'un club canadien. Là. Donc, on se forme un club, puis on s'en va jouer contre un club cubain là-bas. Dans le fond, il est chum avec des géos dans un resort là-bas. Et ces géos ont eux-mêmes leur club de balle. Fait que on couche à l'hôtel des géos, puis on les affronte 3 fois pendant le voyage. Des off pour JP Bertrand, ça ressemble à quoi? Je fais pas mal de sport, fait que probablement une petite game de hockey. Je joue entre autres les lundis, puis c'est le fun parce que je joue avec des collègues de travail. Fait que les lundis, on joue avec Dave Morissette, Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse. Tu vois, le lundi, Francis Bouillon était là. Jean-Charles. Non, Jean-Charles ne joue pas. Non, Jean-Charles ne joue pas. Alexandre Daigle, tu vois, on parle des sénateurs. Alexandre Daigle est là. Puis c'est drôle parce que il joue à défense maintenant.
il porte une grille, fait que tu peux pas le reconnaître, là, tu sais. Il est encore bon, mais tu sais, de dire là, que ce gars-là a été le first overall, puis que, écoute, tu y croirais pas, là, tu sais. Fait que ouais, une journée de libre, là, une petite game de hockey, ça me rend toujours bien heureux. Salé ou bien sucré? Salé. Ouais, salé. Ouais, tu sais, fin de soirée, là, on a pris 3-4, une petite poutine de fin de soirée, il fait toujours la job. Là, j'imagine que vu que tu es né sur l'île de Montréal, tu vas répondre ville à cette question-là, mais vivre en ville ou en région? Écoute, moi te répondre banlieue. OK, banlieue, ouais. J'étais entre les deux, là. Ouais, c'est ça. J'étais un gars de la ville. Là. J'ai littéralement grandi sur l'île, mais on a acheté, mon épouse puis moi, une maison sur la Rive-Sud de Montréal, puis on a une cour, puis dans la cour, l'hiver, je fais une petite patinoire pour mon petit gars, puis l'été, je construis même un petit monticule, puis on peut jouer au ball. Je n'ai à peu près pour 55 pieds, fait que c'est pas les distances réglementaires, là, mais je me fais mon petit enclos des releveurs, fait que, avec la piscine, fait que, ouais, l'entre-deux. Je suis rendu un banlieusard. Écoutez, un match de hockey, ton setup parfait, c'est quoi? J'aille pas maintenant. Écoute, tu sais, dans notre milieu, là, souvent, en fait, les matchs sont le soir et les fins de semaine, là, fait que, être journaliste sportif, puis d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, tu sais, c'est le fun. C'est un très beau métier. C'est extraordinaire d'être journaliste sportif. Mais ça vient qu'un horaire pas facile. Fait que, tu travailles beaucoup le soir et beaucoup les fins de semaine. Là. D'ailleurs, je travaille 5 soirs semaine, là, ce qui fait en sorte que mon épouse a un petit peu plus sur les bras pour coucher le petit, puis le bain, puis le lit, puis le dodo, puis l'histoire, puis toute la kit. Là, fait que la fin de semaine, par contre, je suis à la maison. Ça, c'est bien important pour moi, puis je suis bien chanceux. Fait que le petit est couché, je me suis fait un petit feu. J'ai ma petite game à TVA Sport, parce que le samedi, c'est à TVA Sport, puis je me prends mon petit verre de vin rouge en checkant ma game. Ça me rend pas mal heureux. Et dernière question pour en tant qu'ancien employé de la région d'Ottawa et Gatineau, donc ton incontournable dans la région? Dans la région de... Ben, quand j'y demeurais, j'aimais souvent aller me promener dans le coin du Byward Market, là, qui est comme une espèce de marché Jean Talon, le marché central à Ottawa. Fait que sans doute que les places que je fréquentais ont changé de nom depuis le temps, depuis que j'ai quitté, mais j'haïssais pas ça. Là, le matin, j'allais prendre mon petit café, puis j'avais mes petits restaurants, puis après game, des fois, j'avais même mes petits bars. Là, fait que étrangement, là, même si je demeurais à Gatineau, on dirait que j'étais plus attaché au côté anglophone. Pourtant, je suis québécois, je suis francophone, mais on dirait que j'aimais mieux le côté anglophone d'Ottawa que le côté francophone. Je sais pas. Je trouve ça peut-être un peu plus raffiné, je dirais. JP Bertrand, merci d'avoir participé à notre discussion. Merci d'avoir pris de ton temps pour venir nous voir. C'était vraiment le fun. Ça me fait plaisir, les boys. Comme je vous le disais, là, j'ai toujours porté les sénateurs dans mon cœur. Fait que ça me fait toujours plaisir d'en parler et de parler de mes années là-bas. Lâchez pas votre bel job, les boys. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Squirrel Noir pour la musique thème ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que tous les matchs de saison régulière des scènes sont disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jase!